À tous les élèves, je vous demande 1 minute. Mesdames et messieurs les recteurs, chers agents, chères lycéennes, chers lycéens, je veux qu'on ait, dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale. Soyez heureux en classe, a souhaité le ministre de l'Éducation. Travaillez bien. Que d'actualité politique. Eric, ces dernières heures, il y a eu la fumée blanche déjà. Fumée blanche au nouveau Front Populaire. Au-dessus du nouveau Front Populaire. 2 semaines après les législatives et 1 heure avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est une 3e femme, peu connue, voire inconnue du grand public, qui a été désignée. On a un nom, pardonnez-moi. Et ils se sont mis d'accord sur un nom qui est Lucie Castet. Lucie Castet. Lucie Castet. Lucie Casse-tête. Absolument. Voilà, exactement. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non, le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un entretien assez particulier avec Lucie Castet. Salut Lucie. Bonjour. Alors, à chaque fois que je lis des choses sur toi, on te présente comme l'ex-future première ministre. T'es aussi quand même, il faut le rappeler, et c'est aussi important, tu es la cofondatrice du collectif Nos Services Publics et même porte-parole. Tu as été pendant longtemps. Tu l'es encore, je sais pas. Non, je suis plus porte-parole, je suis toujours membre du collectif et j'ai contribué à sa fondation, mais il y a une personne qui avait plus particulièrement fondé ce collectif qui s'appelle Arnaud Bontemps, mais sinon j'ai participé à sa fondation et j'ai été porte-parole. Ouais, tu l'as incarné quand même pas mal. Alors, c'est pas seulement pour parler de ce collectif qu'on t'a invité, évidemment, on t'a invité en tant que ex-future première ministre pour discuter un petit peu de cette aventure assez particulière qu'on a traversée ensemble, et toi particulièrement. Ensemble. Et puis de ce qui reste à faire, de la situation dans laquelle on est, et voilà, de tout ça. Est-ce que à un moment, t'as vraiment cru que t'allais être nommée première ministre ? On me pose souvent cette question. Je ne sais pas si j'ai vraiment cru que je serais nommée première ministre. En tout cas, je me suis mise dans ce rôle-là parce que c'était le rôle qu'on m'avait demandé de jouer. Et donc, je trouvais que d'une certaine manière, c'était un peu une partie du contrat ou du pacte, y compris vis-à-vis des électeurs de gauche, quoi. Et donc, j'ai décidé d'endosser ce rôle de potentielle première ministre. Donc, je l'ai fait sérieusement. J'avais toute une équipe super efficace autour de moi. Voilà, donc ça, on l'a préparé sérieusement. Néanmoins, ça n'a jamais été pour moi l'hypothèse centrale. Ouais. Rien que parce que j'ai jamais pensé que Emmanuel Macron était vraiment prêt à remettre en question l'ensemble de la politique qu'il a menée depuis 2 quinquennats maintenant. Donc, j'ai jamais pensé que c'était l'hypothèse centrale. Simplement, je me levais tous les matins en me disant ça pourrait arriver. Imaginons que tu l'aies été, nommée première ministre, voilà. Qu'est-ce qui aurait été concrètement possible dans les premiers jours, dans les premières semaines? Alors, le premier dossier, bon, on l'a un peu suivi toutes les deux, puisque c'était le dossier éducation, puisque c'était septembre, donc c'était la rentrée scolaire. Nous, dans l'éduc, évidemment, on a des besoins qui sont considérables. Enfin, je veux dire, l'école publique, on en parle souvent ici, c'est le marasme, quoi. Qu'est-ce qui aurait été possible, par exemple, avant même le début de la session parlementaire? Parce qu'on avait, 1 mois, 3 semaines, je crois, on avait à peu près 3 semaines. Avant qu'elle commence. Mais en réalité, la nomination du Premier ministre est intervenue, il me semble, quelques jours avant la rentrée scolaire, puisque moi, je suis allée présenter le jour de la rentrée scolaire les propositions du NFP en matière d'éducation, qu'on avait travaillé sur la base du programme pendant tout l'été avec des experts de l'éducation. Qu'est-ce qui aurait été possible? Plein de choses. Déjà, un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est... Pendant tout l'été, les éditorialistes, les commentateurs et aussi beaucoup de gens dans la Macronie, mais ça je comprends très bien leur intérêt direct à dire ça, il a été dit que le NFP s'en était tenu à tout le programme, rien que le programme, pendant tout l'été. C'est absolument faux. Et je pense que ça a été en partie... ça a contribué à discréditer la posture du nouveau Front Populaire. Alors que toi, tu l'as dit quand même dès le début. Moi, j'ai dit dès le début. On va discuter chacun des points, on va négocier chacun des points. On trouvera des compromis. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on fait une très grande coalition gouvernementale très largement ouverte. J'ai dit tout à l'heure pourquoi. Et je pense que c'est important de l'expliquer, parce que je pense que les électeurs n'auraient pas compris et on n'aurait pas été en mesure d'offrir un changement de pied politique très significatif, qui était, à mon sens, nécessaire et appelé de leur vœu par les électeurs, parce qu'en réalité, des gens qui votent pour le RN, ils attendent un changement, même si ça peut être d'autres types de changements, bien sûr. Et donc, moi, j'ai dit dès le départ, je crois que c'était le 28 juillet, il y a eu une interview dans la Tribune, une grande interview de moi qui sort avec je ferai des compromis. Je pense qu'on peut pas dire les choses plus clairement.
Et puis par ailleurs, certains m'ont dit oui, mais toi tu acceptes de le dire, mais les autres forces du NFP n'acceptent pas de le dire. Je suis désolée, mais tous les présidents de groupe, Assemblée et Sénat ont signé un courrier à l'adresse de tous les parlementaires qui explique précisément qu'on fera des compromis, qu'on ira rouvrir des discussions parlementaires qui avaient bien avancé dans la législature précédente, y compris avec l'appui de parlementaires qui n'étaient pas des forces du NFP, etc. Donc on donnait des signes d'ouverture et de capacité à faire des compromis. De toute façon, gros récit médiatique. Exactement. Et là, moi, j'ai compris, même si j'étais pas dupe et même si en tant que citoyenne avertie, j'étais au courant de la force du récit médiatique. Je l'ai vécu avec une autre posture. Et donc j'ai découvert à quel point c'était très très fort. C'est comme si je n'arrivais pas à inverser cette dynamique qui disait non mais de toute façon le NFP ils sont enfermés dans le programme, rien que le programme, et ils accepteront pas d'en sortir. Et donc ça m'a particulièrement marqué. Et moi, ce que je n'avais cesse de dire, c'est de toute façon qu'on avait conscience qu'on avait une majorité relative et non absolue, et que dès lors, il n'est pas possible de faire adopter des textes en force à l'Assemblée, bien évidemment, et donc il fallait travailler texte par texte. Ceci étant dit, je trouve que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a, avec les discussions budgétaires, une forme de mise en scène de ce qui aurait pu se passer en creux, à contrario, si on avait été amené à gouverner, si le NFP avait été amené à gouverner, à former un gouvernement. Il y a énormément... Donc on a travaillé, nous, pendant tout l'été, avec les partis et des experts autour de moi, on a travaillé sur différents sujets, l'éducation, je l'ai dit, les questions de santé, on pourra y revenir, mais aussi les questions budgétaires. Et donc, on a notamment préparé des propositions de nouvelles recettes, c'est-à-dire de nouveaux impôts, des réformes fiscales qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État, là où Emmanuel Macron a, lui, baissé les impôts année après année depuis le début de son arrivée au pouvoir. Pour donner des ordres de grandeur pour les auditeurs, Emmanuel Macron, il a privé le budget de l'État et des collectivités territoriales de environ 60 milliards d'euros par an. C'est immense. Nous, ce qu'on proposait, c'était 49 milliards de recettes supplémentaires. Ça, c'était les amendements, je dirais, les propositions socles du NFP. Alors, en rétablissant l'ISF, en réduisant les exonérations de cotisations patronales, en améliorant la taxe sur les transactions financières, etc. En taxant les riches, quoi. En taxant les riches, et avec moi je trouve un travail qui a été approfondi, qui a été mené avec le souci de ne pas pénaliser l'activité productive, de ne pas pénaliser les classes les plus défavorisées, les classes populaires et les classes moyennes, par exemple. Évidemment, on n'a pas proposé de toucher la TVA, voilà. Donc ce qui est génial, je t'arrête juste là-dessus, mais parce que il y a eu aussi, au moment où vous avez proposé vos chiffres, le récit médiatique, c'est pas crédible, ça veut dire qu'on va augmenter les impôts de tout le monde, alors en réalité, et puis surtout, c'était limite si vous étiez les rouges avec le couteau entre les dents, quoi, alors qu'en réalité, là, la proposition que tu fais, c'est vraiment la social-démocratie de base, c'est pas la, non, mais c'est quelque chose de noble, la social-démocratie, c'est pas le social-libéralisme, mais je te taquine, oui, plus globalement, dans cette perspective-là, je trouve ça très intéressant de montrer que c'est très frappant de voir à quel point, je pense, et on en parlera aussi tout à l'heure, on a perdu, nous, la gauche, la bataille culturelle, en particulier sur ces sujets-là, les sujets budgétaires et financiers, parce qu'on va tout de suite taper la gauche en disant ils sont pas crédibles, alors que le gouvernement nous cache des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de déficit d'un mois à l'autre. Et personne ne crie à l'incompétence, personne ne dit mais la droite n'est pas crédible budgétairement et économiquement, alors que... Il y a un autre truc qui est inaudible aussi, dont t'es assez spécialiste, ça me revient là, c'est l'évasion fiscale. Ouais, l'évasion fiscale et plus largement la criminalité financière, la criminalité en col blanc. Ouais, on en parle très peu. Bon, déjà, c'est un sujet dont on parle très peu et... C'est fou. L'évasion fiscale, c'est difficile d'en parler avec beaucoup de certitude au pluriel parce que c'est difficile par nature d'évaluer son volume. Mais de toute façon, on parle pas beaucoup de comment on peut lutter davantage contre l'évasion fiscale, c'est sûr. Mais pour revenir à la question budgétaire, en tout cas, ce qui est intéressant de voir dans l'idée de qu'est-ce que nous, on aurait fait, c'est qu'on a vu que amendement après amendement, le NFP parvient à faire adopter... Là, aujourd'hui, en ce moment, est parvenu dans les discussions budgétaires, notamment en commission, à faire adopter les amendements proposés par les parlementaires du NFP. Et donc, c'est intéressant de voir que tout le monde nous prédisait le fait qu'on était incapable de faire advenir les choses. Mais en réalité, et ça, moi, je l'ai dit tout l'été, par exemple, sur la taxe sur les transactions financières, notre proposition, elle n'est pas du tout à rebours de ce qu'avait proposé le groupe Ulliott à l'Assemblée quelques mois avant, en disant les centristes, on va augmenter la taxe sur les transactions financières. Et donc, nous, on a
proposé quelque chose qui est un peu plus ambitieux, mais qui s'éloigne pas de la philosophie. Et quand j'avais eu des discussions, moi, avec les députés Lyotte au téléphone pendant l'été, on arrivait à se mettre d'accord sur des points. Enfin, on trouvait des points d'adhérence entre nos positions. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, dans ce que l'échiquier politique a donné à voir dans la mise en scène des discussions parlementaires autour du budget, c'est qu'on a quand même un gouvernement qui est de droite dure, donc qui est dirigé par un représentant des LR, donc les Républicains, qui est un parti qui est censé être à la droite de la Macronie. Et en fait, ils ont réussi à se faire dépasser par leur droite, par les macronistes, qui ont dit « mais moi, vivant, on n'adoptera jamais des mesures qui consisteront à augmenter les impôts ». Et donc ça, je trouve que c'est fascinant parce que ça veut dire que on a des macronistes qui s'enferment dans des mesures qui refusent de toucher au levier fiscal, alors que même que tout le monde s'accorde à dire à dire que le système fiscal français est pas assez redistributif, ou en tout cas est pas juste, qu'il y a beaucoup de niches fiscales, c'est-à-dire des mesures un peu dérogatoires qui sont censées par exemple stimuler l'activité mais qui ne le font pas, censées stimuler l'innovation des entreprises et ça marche pas. Et donc beaucoup de gens, y compris des gens plutôt à droite dans l'univers intellectuel, disent oui, il y a des réformes fiscales qui sont nécessaires, il y a des choses qui sont injustes, on taxe beaucoup moins le capital que le travail, etc. etc. C'est la première chose qu'a dit Barnier d'ailleurs, qu'il allait falloir se poser la question sérieusement de savoir si on n'allait pas taxer les plus riches. Barnier l'a dit, mais les macronistes ont tout de suite dit mais non, c'est une ligne rouge pour nous. Et je trouve que là, ça a mis quand même en lumière, s'il en était besoin, le dogmatisme du camp présidentiel sur ce sujet. Et donc ces recettes-là, elles étaient destinées... Enfin, comment est-ce qu'elles auraient changé la vie des gens ? Alors maintenant, à quoi ça sert de nouvelles recettes fiscales ? C'est très clair. Nous, là, on avait dit, et c'est aussi une grande divergence de stratégie, y compris avec Barnier, qui lui propose d'augmenter les recettes d'une manière moins ambitieuse que nous, en volume, mais surtout l'affectation des nouvelles recettes. Lui, Barnier, propose d'affecter l'intégralité quasi... non mais même plus que l'intégralité, des nouvelles recettes à la réduction du déficit, donc à la réduction des dépenses publiques. Là où nous, on disait, très bien, on va à peu près, j'arrondis, on va à peu près lever 50 milliards de recettes nouvelles et on va en affecter une quinzaine à la réduction du déficit. Ça veut dire que la différence, on la met dans des nouvelles dépenses publiques. Les nouvelles dépenses publiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire des classes qui ferment pas. Parce que, alors soit, et tu me posais la question sur les mesures pour l'éducation, soit on arrive à recruter davantage de profs, mais en temps très court, c'est compliqué. Eux, ils en ont annoncé donc suppression de 4000. Exactement, donc exactement l'inverse de ce qu'on aurait fait. Et puis nous, on aurait annoncé une revalorisation de la rémunération des profs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, même quand on ouvre des postes au concours de la fonction publique, on n'arrive pas à tous les pourvoir parce que les postes ne sont plus attractifs, les gens veulent plus venir travailler dans la fonction publique. Pourquoi ? Non seulement parce que c'est pas bien payé et les rémunérations augmentent très très peu par rapport au privé, mais aussi parce que les conditions de travail, ils sont déplorables. Et c'est le cas aussi à l'hôpital ou dans d'autres secteurs. Et donc, effectivement, à l'inverse, le gouvernement actuel tape sur les fonctionnaires en disant qu'ils vont ajouter 2 jours de carence en cas d'arrêt maladie et qu'ils vont faire la chasse aux faux arrêts maladie. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire des recettes supplémentaires ? Ça veut dire plus de services publics. Par exemple, ça veut dire plus de profs à l'école. Sur le temps long, ça se décrète pas, il faut aller chercher les gens puisqu'on a un problème d'attractivité. Ça veut dire des lits d'hôpitaux qui ferment moins ou qu'on réouvre. Qu'on réouvre surtout. On est en train d'en fermer. Voire des hôpitaux qu'on réouvre aussi. Ouais. Pour des services d'urgence qu'on réouvre parce que mais là, c'est encore beaucoup un problème de ressources humaines. C'est qu'on n'arrive pas à recruter des gens parce que les gens ont plus envie de travailler à l'hôpital parce qu'ils ont des conditions de travail et des conditions de vie au quotidien qui sont déplorables. La situation à l'hôpital public, tout le monde le dit. Là, j'ai encore rencontré ce matin, j'étais à Vannes pour soutenir les salariés de Michelin qui viennent d'apprendre leur licenciement prochain. Ou la fermeture de leur usine très prochaine. Et il y avait beaucoup de militants syndicaux du secteur de la santé publique qui étaient venus pour les soutenir. Et j'ai eu des longues discussions avec eux. Et ils disaient que les conditions de travail à l'hôpital public sont devenues déplorables. Mais tout le monde le dit. Et là, il y a... Concrètement, ils ont beaucoup trop de patients, par exemple, par soignant, et ils n'arrivent pas à les soigner dans des conditions acceptables. Et on arrive même à des pertes de chance, c'est-à-dire des gens dont la santé se dégrade considérablement, parfois jusqu'à la mort, dans les couloirs de l'hôpital. Vous avez vu les choses évoluer au fil des années ? Oui, moi je suis une vieille infirmière, donc j'ai vu les choses, non, je dirais au contraire évoluer, mais enfin évoluer dans le mauvais sens. Voilà, désévoluer parce que franchement,
on est frustrés en tant que soignants parce que nous sommes là pour aider les gens, pour les soigner. Et là, on ne fait plus notre travail comme on voudrait le faire. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on est pour les gens et l'hôpital public, c'est pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui souhaite se lancer Moi, je leur dirais, j'ai toujours adoré mon métier. C'est un métier qu'on ne fait pas par hasard. Mais il faut qu'ils se battent et justement qu'ils gardent les valeurs qu'ils ont pour les soignants, pour les patients, pour qu'ils puissent et puis qu'ils continuent à se battre pour qu'on retrouve l'hôpital public tel qu'il était pour tout le monde. Je pose tout de suite une question un peu volontairement provocatrice. Le RN promet la même chose en fait. Ouais, le RN. Voilà, d'améliorer le système de santé, même presque de remettre du service public, de mieux rémunérer les enseignants. Le RN promet la même chose. Il y avait un des mots d'ordre de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. La dernière campagne, c'était redonner ses lettres de noblesse au service public. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps entre les deux tours, quand j'étais encore avec mon ancienne casquette, à produire du décryptage du programme du Rassemblement national et à mettre en face de leurs promesses pour les services publics leur programme économique. Et en réalité, le Rassemblement national proposait encore des nouvelles coupes dans les recettes de l'État et des collectivités, notamment en réduisant encore l'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations, là où on sait que déjà ce sont des impôts qui distordent considérablement la transmission de patrimoine, puisqu'on sait que par exemple les gens riches aujourd'hui héritent de manière de plus en plus importante que ceux d'avant, donc c'est de moins en moins une richesse méritée, si tant est qu'on puisse considérer qu'on la mérite d'une autre manière, mais bon, en tout cas c'est de plus en plus une richesse héritée qui fait le patrimoine de la population. Et donc le Rassemblement national propose par exemple de réduire je crois que dans le programme, c'est encore 40 milliards en moins de recettes pour l'État. Et donc, ils sont opposés au rétablissement de l'ISF, ils sont opposés à toutes les réformes fiscales portées par la gauche, évidemment. Et donc, ils portent un discours qui est totalement contradictoire en disant, de manière très abstraite, on va renforcer la présence de l'État, on va renforcer les services publics, en disant beaucoup que renforcement de la présence de l'État, ça veut dire renforcement des effectifs de police et de sécurité. Ouais. Et en même temps, en privant totalement, en étouffant, en asphyxiant les finances publiques, et donc en empêchant de financer les missions de l'État. Et eux, ils ont par ailleurs un discours extrêmement caricatural sur les fonctionnaires. Par exemple, ils parlent tout le temps d'obésité administrative, ils disent faut supprimer les ARS, les agences régionales de santé, pardon, qui sont pas exemples de défauts, enfin, d'ailleurs, personne n'est exempt de défaut et la fonction publique fonctionne pas toujours bien. Les services publics fonctionnent pas toujours bien, loin s'en faut. Mais ils ont un discours très caricatural sur les fonctionnaires. Je pense qu'eux, ils adhèrent totalement à l'idée qu'il faut dégraisser le mammouth. Il faut dégraisser le mammouth, exactement. Dégraisser l'administration administrante, pour reprendre les mots de Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. Avec l'idée que bon, ok, on va préserver les fonctionnaires qui sont au guichet, mais alors ceux qui sont dans les ministères, c'est vraiment la cible à abattre. Alors que ce sont ces fonctionnaires-là, par exemple, qui permettent de faire une régulation financière qui sert les intérêts généraux, une régulation écologique, les normes environnementales qui s'imposent aux entreprises et qui essayent de pas être capturées par les lobbies et les amendements proposés par les lobbies. Et donc voilà, ils ont une vision totalement caricaturale et ils proposent de réduire massivement le nombre de fonctionnaires. Donc c'est totalement à rebours de l'idée d'avoir des services publics plus forts. Et enfin, ce que je trouve extrêmement intéressant et déplorable, c'est que le Rassemblement national a une vision du service public qui est totalement à rebours des valeurs fondatrices du service public, puisqu'on le voit, il propose d'inscrire au cœur de la façon dont fonctionne nos services publics la préférence nationale, qui conduirait à exclure toute une partie de nos concitoyens de l'accès au service public, avec du coup un service public qui est accessible uniquement et de manière privilégiée aux personnes dont ils considèrent qu'ils ont les bonnes origines géographiques. Le Rassemblement national est bel et bien un ennemi du service public. Par ailleurs, il faut rappeler quand même qu'il vote systématiquement toutes les propositions qui émanent de la Macronie au Parlement. Tout à fait. Bah, ça, c'est ce qu'a mis au grand jour les discussions budgétaires. L'allié objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Et le Rassemblement national a entre ses mains la survie du gouvernement.
Il y a une excellente analyse des gens qui ont voté pour nous. On n'a jamais vu les gens comme ça. Ils viennent de tous les coins, des syndicalistes, des non-syndicalistes, des avocats, des latinos, des haïtiens, des Américains musulmans. Tout le monde était dans notre coalition. C'était un réalignement historique et des Américains de tous les horizons sont venus, se sont réunis sur un objectif de sens commun. Nous sommes un parti du sens commun. On veut la sécurité aux frontières, on veut la sécurité en général, on veut un bon système d'enseignement, on veut une bonne armée. Dans l'idéal, on n'aura pas besoin de s'en servir. Je suis assez étonnée parce que la plupart des médias français, en fait, ont une analyse de la victoire de Trump que je trouve finalement assez juste, qui est de dire, les démocrates ont abandonné les classes populaires et donc Kamala Harris a fait une campagne qui a été complètement déconnectée de tous les enjeux économiques. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que Trump l'ait emporté. Et finalement, le Parti démocrate doit faire son introspection. Moi, je trouve ça très drôle parce que, franchement, sincèrement, en miroir, on se dit, mais vraiment, est-ce que vous ne parlez que des États-Unis, là ? Oui, je suis d'accord que c'est intéressant d'écouter cette critique faite outre-Atlantique alors que ça résonne énormément chez nous. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est laissé totalement leurrer par des paniques morales qui ont été instrumentalisées aux États-Unis, mais en fait, ça marche aussi en France. Quand on regarde, par exemple, les discussions qu'il y a eu à l'université autour de l'idée de wokisme importé des États-Unis, pour moi, on est totalement dans ce registre-là aussi en France. Et ça, accompagné par le gouvernement précédent, avec beaucoup d'allégresse, j'ai l'impression. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'est laissé accaparer par des sortes de discussions autour de paniques morales préfabriquées et diffusées, et que... Peut-être panique morale, essayer de préciser un petit peu, tu veux dire, donc, par exemple, fabriqué des fausses peurs autour de dangers inexistants, oui, essentiellement liées aux questions identitaires, aux questions identitaires, islamo-gauchistes. Ouais, exactement, aux questions identitaires, à la question féministe. En disant, regardez ces féministes dingues qui n'aiment pas les hommes et qui débarquent avec des idées extrêmement radicales, voilà, qui ont été très caricaturées. La question effectivement identitaire, la question religieuse. Enfin, il y a qu'à voir l'instrumentalisation de la question de la laïcité. Enfin, la laïcité, ça veut dire la liberté de conscience. On a aujourd'hui beaucoup dévoyé la question de la laïcité. D'ailleurs, je vous invite à lire l'ouvrage de Vincent Tibéry qui s'appelle La droitisation de la France, mythe et réalité, qui en parle très bien, qui dit qu'il y a eu vraiment une sorte de dévoiement du terme de laïcité qui était avant plutôt occupé par la gauche, plutôt utilisé par la gauche. La notion était souvent convoquée par la gauche laïque et qui ensuite a été récupérée beaucoup avec une destination conservatrice et identitaire chrétienne, quoi. Et donc ces paniques morales que tu as bien décrites, je trouve, ont remplacé dans les débats les questions des intérêts et des enjeux économiques. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement important parce que ça veut dire que non seulement il n'y a plus d'intérêt de classe conscient dans les classes populaires notamment, parce que on a, mais ça c'est pas moi qui le dis, c'est très documenté, parce qu'on a beaucoup moins de corps intermédiaires comme les syndicats, on a beaucoup moins de conscience commune parce que beaucoup moins d'expérience commune dans la vie par exemple dans le travail. Et donc non seulement il y a ça, donc il y a ce délitement de la conscience de classe, mais en plus on remplace la question des débats sur les intérêts économiques par des discussions identitaires, des questions plus sociales ou sociétales. Et donc je pense que ça affaiblit la gauche. Là où, en fait, même aux États-Unis, c'était très intéressant de voir que les propositions économiques portées par les démocrates étaient plutôt soutenues par la population. Mais comme ils n'ont pas mis beaucoup l'accent sur ces questions-là, je pense qu'ils ont perdu de la place dans l'appréciation des électeurs, quoi. Donc je pense qu'ils auraient vraiment dû aller sur ce terrain-là. Sur le terrain social. Le terrain social et économique. Alors, on peut pas dire que quand la gauche a été au pouvoir en France, on peut remonter au moins à 2012, on pourrait remonter bien avant d'ailleurs, puisque en fait ça commence à basculer au début des années 80 avec le tournant néolibéral. Quand la gauche de gouvernement, comme on dit, est au pouvoir, si je devais un peu schématiser, finalement elle se droitise.
Qu'est-ce qui pourrait garantir aux électeurs et aux électrices de gauche, là, que si à nouveau la gauche arrive au pouvoir, elle se droitisse pas, elle fasse pas les erreurs qu'a fait Mitterrand, Mauroy, Fabius, et puis plus récemment François Hollande, qui fait quand même sa campagne sur mon ennemi c'est la finance. C'était quand même une campagne hyper sociale en 2012. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et puis l'ennemi devient le principal camarade une fois qu'il est au pouvoir. Je veux dire, on est aussi quand même là dans une situation où la gauche a un visage de traîtresse. Comment on se dépatouille de ça? Est-ce que, par exemple, ça, c'est des choses que les gens... Parce que tu as rencontré beaucoup de gens, peut-être aussi les salariés que tu as vus là à Michelin. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on te dit? Qu'on n'y croit plus à la gauche, que les gens n'y croient plus? Les gens, certains disent qu'ils ne croient plus à la gauche et ils ont été échaudés par ce qui s'est passé pendant le quinquennat que tu mentionnes de 2012, en effet. Mais aussi, et surtout, les gens disent qu'ils ne croient plus à la politique. Et donc ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Je pense que Emmanuel Macron a tué d'une certaine manière, a essayé de tuer, il n'y est pas parvenu, et je pense que c'est un des enseignements de la situation d'aujourd'hui. Il a essayé de tuer le clivage droite-gauche en faisant croire à tout le monde qu'il y avait des options qui étaient techniquement bonnes et des options techniquement mauvaises, mais sans jamais expliciter que ces options, elles étaient bonnes ou mauvaises en fonction de l'objectif politique poursuivi. Et donc je pense que la période qu'on est en train de vivre là va, d'une certaine manière, restructurer le clivage droite-gauche, et que c'est là-dedans que la gauche doit s'engouffrer pour proposer un projet réellement alternatif et pas simplement un projet qui proposerait des petits aménagements, des petites atténuations de la politique qui est menée par Emmanuel Macron, qui est en fait une politique de droite, finalement assez classique, malgré tout ce qu'il a très débridé quand même. Malgré tout ce qu'il a voulu nous faire croire au début. Et donc, je pense que en ça, la gauche va être aidée, tristement aidée par la situation liée au changement climatique. En fait, je pense, et c'est pas moi qui le dis, beaucoup d'experts le disent, y compris des experts qui étaient proches d'Emmanuel Macron. Donc, je pense par exemple au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui explique qu'on va avoir besoin de milliards d'euros à l'échelle planétaire d'investissements pour faire face à la transition écologique. Et plus on retarde ces investissements, plus ils coûteront cher. Et par ailleurs, on se rend compte que certes, le secteur privé va devoir être mis à contribution, mais aussi massivement le secteur public et parapublic. Et donc, on va avoir besoin d'investissements publics massifs et on va avoir besoin d'une régulation beaucoup plus forte de l'activité des entreprises, pour verdir nos industries, pour planifier la transition écologique, pour planifier la transition de notre modèle productif, etc. Et on va avoir besoin de financement de nouveaux services publics qui accompagneront notamment les collectivités territoriales dans la transition, etc., etc. Ça veut dire, si on a besoin de financement massif, ça veut dire qu'on a besoin d'une réforme fiscale, ça veut dire qu'on a besoin d'organiser notre système redistributif différemment. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des gagnants et il va y avoir des perdants. Et donc, je pense qu'il va y avoir besoin de nouvelles discussions, de nouvelles formes de concertation démocratique qui vont mener à un pacte social qui devra mettre les gens d'accord sur la manière dont on organise ça. Et pour moi, l'enjeu majeur là, c'est de faire en sorte que ce pacte social ne soit pas fait au détriment des plus fragiles et des plus pauvres, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ça veut dire qu'il faut que la transparence soit faite sur les enjeux, les termes du débat. Aujourd'hui, c'est pas ce qui existe, on voit bien. Et de toute façon, mais même le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz le dit, la transition, elle est plutôt inégalitaire spontanément, et donc il faut corriger ces inégalités-là. Et donc, il faut faire, par exemple, contribuer davantage ceux qui polluent le plus et contribuer davantage ceux qui ont le plus les moyens de contribuer. Donc toi, tu penses que l'une des portes de sortie, c'est de braquer le projecteur sur la question de la bifurcation écologique, la responsabilité collective autour de cette question-là. Je pense que la transition écologique, et là on le voit aujourd'hui, le statu quo n'est pas tenable. On a un système qui ne permet pas de financer massivement nos investissements verts et la transition écologique. Ouais, mais Lucie, on en est loin quand même. Tu vois, Trump, c'est un climato-sceptique, tu vois. Je veux dire,
à la limite, des gens qui sont en train de crever la dalle, tu peux pas leur dire que la priorité... Mais les gens qui sont en train de crever la dalle, c'est les premiers qui vont souffrir du changement climatique. Donc ce que je veux dire, c'est que la gauche, là, a une opportunité pour proposer un récit alternatif de à quoi doit ressembler notre société après, disons, 2 quinquennats de gauche au pouvoir. À quoi doit ressembler une société dont les services publics fonctionnent bien, qui protège les plus vulnérables, mais qui en même temps laisse les entreprises fonctionner, etc. Mais c'est donc un modèle de société qu'on doit inventer et qu'on doit proposer. Et mon propos, c'est de dire que d'une certaine façon, il faut que cette gauche propose une dose de radicalité significative dans le modèle qu'elle va proposer et dans les changements qu'elle va proposer d'opérer. Et que ces changements doivent donner lieu à une forme d'acceptation démocratique. Et donc ça doit se faire en transparence. Moi, ce que je pense dommage, c'est que François Hollande a dit « mon ennemi, c'est la finance » et il n'a rien fait qui conduise à penser que sincèrement son ennemi, c'était la finance. Moi, je pense qu'en fait, c'était même pas la peine de dire « mon ennemi, c'est la finance » parce que, bon, est-ce que c'est nécessaire de désigner un ennemi? Je sais pas. Et ensuite, il faut dire ce qu'on veut faire, il faut le faire vraiment, mais d'une manière très, très claire, très radicale, mais en même temps tranquille, quoi. Ah, moi, je suis pas très tranquille quand je vois ce qui est en train de se profiler là pour l'avenir de la gauche. En particulier, on parlait de récit médiatique, un autre récit médiatique dans lequel on s'est un peu englué là, à la rentrée. Alors, grosso modo, pour schématiser, ligne Ruffin, ligne Mélenchon. Ligne Ruffin, je schématise parce que je pense que ni l'un ni l'autre ne sont aussi caricaturales dans leur position, mais tu disais, il y a une force du récit médiatique, donc malheureusement, on est obligé de composer avec. Donc, ligne Ruffin, qui est d'aller plutôt vers les territoires désindustrialisés, classe populaire, on va dire petit blanc, comme on dit justement pour les États-Unis, et ligne Mélenchon, qui consiste à plutôt prioriser vers les quartiers populaires, les populations racisés, issus de l'immigration, et les jeunes, pour les inciter à voter. Tout ça étant présenté médiatiquement comme irréconciliable, et recoupant d'ailleurs d'une certaine manière des problématiques qu'on entend aussi aux États-Unis, puisque c'est un peu les mêmes logiques. Voilà. Comment est-ce qu'on fait aussi pour sortir de ça? D'abord, est-ce que tu penses que c'est un clivage qui existe? Quelle est ta position par rapport à cette manière de présenter les choses? Moi, déjà, j'ai du mal avec l'idée que beaucoup de choses sont irréconciliables. Je pense qu'il faut surtout ne pas abandonner une population au profit d'un autre. Et donc, je pense que la gauche n'a surtout pas le luxe d'abandonner certaines populations et que il faut essayer de parler à tout le monde et en particulier à l'électorat normalement plutôt instinctif ou intuitif de la gauche. Et je pense on constate que beaucoup d'électeurs qui ont un intérêt objectif à voter pour la gauche ont déserté le bureau de vote ou alors on ne vote plus pour la gauche mais même plutôt pour le Rassemblement national. Alors, est-ce qu'on va leur parler à eux? Moi, je pense qu'il faut leur parler. Je sais que ça fait beaucoup débat à gauche et je pense que c'est très bien que ça fasse débat. Ça veut dire déjà que on se pose la question de pourquoi ces gens soit ne votent plus, soit votent pour le Rassemblement national et se tournent vers un programme comme ça qui est en grande partie mensonger, comme on disait tout à l'heure, notamment sur la question des services publics et de la place de l'État. Moi, je ne nie pas du tout la part de racisme qu'il peut y avoir dans l'électorat du Rassemblement national. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national, pas pour des raisons racistes en premier lieu, mais beaucoup parce qu'ils ont l'impression que la politique ne peut plus rien pour eux et que d'une certaine façon, on n'aurait jamais essayé le Rassemblement national et que pourquoi pas, enfin, des gens qui mettent un coup de pied dans la fourmilière, etc. Enfin, on a tous entendu ce type de discours, mais c'est des gens, je pense, pour beaucoup, qui se sentent abandonnés par la puissance publique, abandonnés par l'État, abandonnés par la classe politique et qui se sentent aussi méprisés. Et je pense que c'est vrai, il y a une forme de mépris aujourd'hui de la classe dirigeante pour les expériences que vivent les gens au quotidien. C'est des gens concrètement aussi, Lucie, et je vais me mettre dans l'eau, mais c'est des gens qui potentiellement nous détestent, toi et moi, c'est-à-dire ce qu'on incarne. Toi, haute fonctionnaire, ENA, grande école, intellectuelle, parisienne... Voilà, on a aussi quand même cette espèce de, je ne sais pas si c'est une part de responsabilité, mais c'est une réalité. En tout cas, il faut qu'on en soit consciente. Le fait que ce clivage-là, cette coupure-là, aujourd'hui, c'est une coupure qui est réelle. Comment on fait pour aller leur parler justement sans véhiculer ce mépris de classe? Déjà, c'est intéressant parce que tu vois, toi, tu dis que je suis parisienne. Je suis pas parisienne. Pas parisienne. Et c'est marrant parce que... Moi non plus, d'ailleurs, tu sais. Mais c'est marrant parce que tout le monde me dit, vous êtes parisienne, énarque,
oui, je suis une arc, mais je suis pas parisienne. Et c'est marrant parce que ça veut dire que le récit sur ma fiche Wikipédia, il y a écrit que j'ai été à Louis-le-Grand. J'ai fréquenté un lycée public à Caen, donc en Normandie. J'ai jamais mis les pieds à Louis-le-Grand, donc j'ai appris dans l'article Wikipédia que j'étais à Louis-le-grand. J'ai dû vivre une grande période d'amnésie entre mes 15 et 18 ans. C'est mieux que Stanislas, tu sais. C'est vrai. Mais donc j'ai jamais mis les pieds à Louis-le-Grand. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le récit médiatique, on me reproche d'être parisienne, alors que je suis pas parisienne, et qu'il aurait été tout à fait possible de valoriser le fait que, par exemple, j'étais née en Normandie, j'avais grandi en Normandie, et j'ai essayé d'en parler et tout, mais ça n'a pas du tout pris. Alors que moi, je trouve ça super, toute ma sociabilité d'enfant et d'adolescente est à Caen, en Normandie, une ville moyenne. J'ai par exemple fréquenté beaucoup de clubs de sport collectif dans des zones, tu vois... Bon, ça on l'a vu, que t'étais ramasseuse de balles. Ouais, mais ramasseur de balles, justement, on a valorisé que ça. Alors oui, c'est ça. Le tennis, c'est un sport de Bourges. Tu vois, alors que moi, j'ai fait du handball pendant des années, et dans un milieu très mixte socialement, etc. Et ça, on le valorise pas du tout. Donc, je trouve qu'il y a aussi un côté où on place beaucoup les gens dans une case et après, c'est très, très dur d'en sortir. Mais bon, ça, c'est mon expérience personnelle et tout, et c'est pas du tout intéressant à l'échelle collective, mais même si je trouve quand même que le récit médiatique ne nous aide pas à dresser des ponts entre les gens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense qu'il faut surtout pas abandonner la population rurale, qui se sent déjà abandonnée, et je pense que c'est le rôle de la gauche de la reconquérir. Mais pour la reconquérir, il faut aussi lui expliquer ce qu'on fera pour elle. Et donc, je pense que depuis très longtemps, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a une forme de responsabilité collective, nous qui habitons à Paris, par exemple, et qui avons une expérience de vie quotidienne dans une zone fortement urbanisée, par exemple, on ne sait pas ce que c'est que de devoir prendre sa voiture pour faire des kilomètres parce qu'il n'y a plus de bus, il y a plus de transport en commun, parce que on a fermé les petits commerces dans les petits bourgs, et donc les gens doivent aller dans des énormes intermarchés ou des énormes supermarchés, et donc parfois, on peut avoir des discours assez caricaturaux et assez rapides sur c'est pas bien de prendre sa voiture, c'est pas bien de manger de la viande, c'est pas bien d'aller dans les hypermarchés, il faut faire vivre les petits commerçants. Mais oui, super facile quand t'habites à Paris d'aller dans ton petit fromager et chez ton primeur, mais quand t'as plus de commerçants, comment tu fais? Donc, je pense qu'effectivement, on a la responsabilité de pas avoir pris en compte dans notre discours ce que les gens vivaient au quotidien dans des zones périurbaines, par exemple, dans lesquelles il y a beaucoup moins d'activités, et dans des zones rurales dans lesquelles il y a plus de services publics et il y a plus de petits commerces. Donc ça, c'est notre tâche, je pense, de repenser un programme, pas un programme, mais un projet aussi, un récit de ce que c'est une société dans laquelle les services publics sont de nouveau implantés, de nouveau on trouve des petits commerces, etc. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se profile? Comment est-ce que tu vas continuer à porter le nouveau Front populaire? Comment est-ce que tu vas continuer à l'incarner? Est-ce que tu as l'impression d'être encore désiré par les partis dans ce rôle-là? Parce que c'est une question aussi. Je continue d'avoir des échanges à la fois bilatéraux et collégiaux avec les partis, non seulement les chefs de parti, de manière au moins hebdomadaire tous ensemble, mais aussi beaucoup de parlementaires. Donc, ce matin, par exemple, j'étais à Vannes, je le disais, avec des parlementaires de tout le NFP. Moi, mon sujet, c'est comment on prépare les prochaines échéances électorales. Et c'est aussi qu'est-ce qu'attendent les gens, les électeurs de gauche et les militants. Ce que j'ai ressenti tout l'été, c'était que non seulement les électeurs de gauche non encartés, pas politisés comme citoyens, mais pas particulièrement impliqués dans la vie partisane, eux avaient une demande énorme d'union de la gauche. Mais ça, c'est presque assez intuitif. Mais aussi les militants des partis. C'est intuitif, c'est-à-dire que... disons, les gens qui sont sociabilisés à gauche, qui ont l'habitude de voter pour la gauche, etc., je pense qu'ils se rendent tous compte que la gauche unie a plus de chances de gagner qu'une gauche qui part divisée aux élections, quelles que soient les élections. Et eux, ils s'intéressent pas tellement aux querelles de partis. Mais même les militants des partis expriment totalement ce souhait de gauche unie et de gauche qui donne à voir qu'elle travaille ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué très fortement dans les différentes universités d'été où j'étais. Je suis allée à toutes les universités d'été pendant l'été. Et moi, je m'attendais un peu à un moment de repli, pas de repli sur soi, mais je veux dire on se retrouve, on est entre nous, etc. Et non, pas du tout. Moi, j'ai été vraiment extrêmement bien accueillie. J'avais l'impression de venir de sortir un album. Ah oui, on m'a envoyé les images. C'était une vraie rockstar. Ouais, mais tu vois, je pense pas que ce soit particulièrement lié à moi ou à mes qualités personnelles. Je pense que c'était aussi que, d'une certaine façon, l'incarnation de l'union de la gauche était souhaitée, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué.
Et les gens continuent de le dire partout où je vais. Et c'est marrant parce que les militants des partis me disent mais dites-leur aux chefs de parti que nous on veut qu'ils restent unis et tout ça. Je leur dis mais vous aussi dites-leur. Et tu leur dis? Ouais, oui, je leur dis, bien sûr, je leur dis. Tu peux leur demander. Oui, je leur dis. Et donc moi là, ce qui me préoccupe là, c'est comment on organise les mois à venir et comment on arrive à construire quelque chose qui tient jusqu'à 2027. Pour proposer une candidature unique, pour proposer un projet qui rassemblera l'ensemble de la gauche. Moi, je crois pas aux gauches irréconciliables. Je crois que de toute façon, on n'a pas le luxe de ça. Là, on était à notre max à 28-30% aux législatives. Ben, ça donne pas, on l'a vu, on l'a payé cher, ça donne pas une majorité absolue. Et donc, je pense qu'il faut que la gauche continue à travailler ensemble pour proposer un récit qui donne envie aux gens. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais expliquer à quoi ressemble la France dans 10 ans si la gauche est au pouvoir. Une France où des projets de gauche affirmés sont mis en œuvre. Au boulot, comme dirait l'autre. Au boulot. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Merci, Lucie. Merci.